Bonjour à tous, c'est Karine, j'espère que vous m'avez pas oublié depuis tout ce temps. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire le tour de ma ludo, parce que j'ai remarqué qu'elle bougeait peu, notamment du fait que je joue un peu moins en solo, mais pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai une démarche un peu minimaliste et je n'aime garder que les jeux qui me plaisent vraiment, qui apportent quelque chose de spécifique. Bref, de faire vraiment un gros tri dans les jeux que j'ai. J'ai séparé ma ludo en deux parties. Il y a vraiment une partie qui est plus moi, ma passion, et une partie qui est plutôt sur les jeux d'ambiance, les jeux que je garde quand des gens viennent chez moi pour avoir quelques jeux à proposer. Dans cette vidéo, je vais uniquement parler du coup de mes jeux solo, duo, qui font vraiment partie de ma ludothèque, de ma passion. Et si cela vous intéresse, je ferai également une vidéo sur les jeux d'ambiance que j'ai. Donc moi j'utilise Board Game Geek pour faire le suivi de ma ludo. J'en ai profité pour mettre un peu tout à jour et j'ai noté à la fois les extensions, pas vraiment si c'est des extensions minuscules, des boosters, je les mets pas forcément, et les boîtes de base. J'en ai aussi profité pour essayer de trouver les bonnes versions des jeux, voilà, comme ça normalement vous avez un peu toutes les informations que vous avez besoin. Je me suis pas forcément amusée à mettre des notes. Vous voyez, la plupart des notes, c'est des notes qui datent déjà depuis un moment. Donc ça montre aussi que ma ludo n'a pas beaucoup bougé ces dernières années. Et j'ai également laissé le Geek Rating, qui est une note ajustée de l'ensemble des notes des personnes qui ont participé sur Board Game. Quand je dis note ajustée, en fait, c'est pour éviter qu'un jeu qui a 10 votes à 10 sur 10 ait une note Geek Rating à 10. Pour éviter qu'il passe dans les tops et que ça fausse le classement. Le Geek Rating, du coup, il va quelque part un peu adoucir ces votes-là en simulant un certain nombre de votes à la moyenne. Donc je sais plus si c'est 5, 6, pour que les premières notes aient moins d'importance. Parce que aussi bien les gens vont mettre 10 sur 10, aussi bien ils vont mettre 1 sur 10 parce que ils aiment pas la tête de l'auteur ou je ne sais quoi. Donc voilà, j'ai laissé les deux, comme ça donne un ordre d'idée de moi, la note que j'ai mis, et la note de la communauté de Board Game. Donc c'est trié par ordre alphabétique. Donc le premier qui ressort, c'est 20 Strong, qui est un jeu solo avec des dés. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce jeu, c'est justement ces dés qui ont des couleurs, des couleurs différentes, et en fait c'est des valeurs. Ça va être les touches possibles qu'on peut avoir. Le dé rouge, toutes les faces sont des touches, donc on est sûr de réussir. Par contre, il y a une face, c'est un coup critique. Les violettes, il y a 5 touches par face, plus une touche critique. Et par contre, quand on diminue, donc par exemple les verts, c'est 3 touches par cube, par dé. Donc cet aspect-là, il est très intéressant parce que quand on va utiliser les dés, il y en a certains qu'on va pouvoir récupérer, c'est la récupération de notre personnage, et d'autres qu'on va devoir mettre de côté. Donc on va vraiment devoir jauger et pas prendre uniquement que des bons dés. En plus, certains ennemis vont nous dire il est impossible de jouer des dés violets tant que cet ennemi est en jeu. On va aussi avoir, un peu à l'inverse, des ennemis pour lesquels, si on joue des dés verts, ça double les dégâts qu'on va faire. Donc c'est vraiment ça que j'aime dans ce jeu, c'est cette possibilité-là, dans une petite boîte, de nous proposer quand même une complexité de jeu très intéressante. Et aujourd'hui, c'est vraiment le type de jeu que je recherche le plus, c'est des jeux dont la mise en place est rapide, dont je me souviens assez facilement des règles, même si je n'ai pas joué depuis 6 mois, et sur lequel je peux jouer quand même assez rapidement avec une belle profondeur de jeu, sur lequel je ne m'ennuie pas. Donc là, avec 20 Strong, on va lancer nos dés pour essayer de combattre les ennemis en face, et au bout d'un moment, on va se retrouver face au boss qu'on va devoir essayer de... Je ne vais pas plus rentrer dans les détails que ça pour les jeux, parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue. Mais voilà, pour vous donner un petit aperçu, et après, si jamais ça vous a donné envie d'en savoir plus, il y a sûrement une ou plusieurs vidéos sur la chaîne que vous pouvez regarder pour avoir une meilleure idée. Donc sur 20 Strong, j'ai les 2 premières extensions qui sont sorties avec. Alors dans la boîte de base, il y a déjà un deck qui est Sentinelle, qui est excellent. Pour moi, c'est le meilleur. Je trouve que c'est le meilleur des 3. Donc je trouve que la boîte de base suffit. Ceci dit, du coup, j'avais pris le lot, donc avec Hoplomachus Victorum et Too Many Bones. Alors attention, là c'est bien des extensions qui se basent sur des licences, c'est pas les jeux... Hoplomachus Victorum, c'est celui que j'ai préféré après, alors je le mettrai en deuxième position, parce qu'il va changer vraiment la manière dont on fait la mise en place avec une architecture c'est un grand mot, mais avec une pyramide comme ceci, et du coup en fait on va se déplacer, notre personnage va se déplacer,
et faire un peu les quêtes, enfin résoudre les cartes sur lesquelles on va être. On va aussi avoir moins de dés au départ, on va avoir un centre d'entraînement qui correspond du coup à nos troupes. D'un point de vue matériel, c'est des dés, et du coup qu'on va pouvoir récupérer. Donc là on voit d'ailleurs le système de personnages, on voit qu'on a 3 vies. Le bleu je l'ai plus en tête, j'essaie de le mettre au montage, ça va pas être très compliqué à retrouver. Et le vert, c'est la récupération, c'est le nombre de dés qu'on va pouvoir récupérer à chaque tour. Donc voilà, je trouve ce deck-là intéressant parce qu'il change beaucoup de choses dans la mécanique. Pour le deck Too Many Bones, je trouvais qu'il changeait moins du deck initial, et enfin voilà, c'est assez compliqué du coup à expliquer, mais je trouve qu'il n'est pas assez différent pour que ça me donne réellement envie. On va avoir un peu les mêmes fonctionnements, ce qui va changer, c'est que nos personnages vont pouvoir être améliorés avec... il me semble que c'est avec les échecs, ce serait en tout cas le plus logique par rapport au jeu de base. Et on va du coup avoir aussi des ennemis différents, mais dans la globalité, c'est quand même assez proche. Et voilà. Donc j'aime quand même bien ce deck-là, mais s'il me fallait en choisir qu'un, ce serait celui de base, et en deuxième, Hoplomachus Victoria. Ensuite, on change complètement de registre avec À la recherche de la planète X, qui est un jeu de déduction que j'apprécie beaucoup. Alors, il y a eu d'autres versions après celui-ci. Je pense qu'on doit voir... Mais ils m'ont jamais tenté. Je trouve vraiment que la planète X me correspond. Les règles sont assez simples, on peut y jouer en solo. D'un point de vue matériel, ce que je regrette, c'est le plateau qui est, je trouve, trop grand. Alors, il est adapté, du coup, je pense, pour 4 joueurs, mais au final, moi, je joue à 1 et 2, et du coup, le plateau est un peu grand. À la recherche de la planète X, on va essayer de déduire par rapport au tableau, ici. En fait, alors ça joue avec une application obligatoirement, c'est elle qui va générer en fait un scénario et va nous dire si on est proche ou non. Donc on va chercher en fait la planète X qui se trouve dans l'un des 12 segments, alors au verso c'est 24 pour plus de difficulté, et on va faire des hypothèses, on va dire je pense qu'il y a une comète, alors là il n'y a pas tous les symboles, je trouve que la feuille de joueur est plus intéressante. On va dire je pense qu'il y a une comète entre la 7 et la 11. Et du coup, on note ça sur l'application. L'application va dire ok, il y a une comète dans cette zone. Donc après, bah, tu notes ok, dans cette zone-là, il y avait une comète. Et après, tu continues, tu dis ah bah, je pense que de 10 à 1, il y a un nuage de gaz. Et tu notes s'il y a un nuage de gaz ou non. Et en fonction de ce qu'on va noter, donc là, par exemple, c'est barré parce que bah, si on fait de 8 à 11, je pense qu'il y a une comète. Il n'y en a pas, bah, du coup, on peut barrer toutes les comètes de cette zone. Et il y a des règles qui vont nous dire s'il y a une comète, alors je sais plus exactement, c'est un exemple, s'il y a une comète dans le secteur, alors la comète en face, le secteur en face a également une comète. Les astéroïdes, par exemple, doivent être adjacents à au moins une autre astéroïde. Donc quand on en trouve un, on sait que le secteur à droite ou à gauche dispose aussi d'un astéroïde. Et petit à petit, il ne reste plus beaucoup de secteurs, donc on peut supposer que la planète X est dans tel secteur. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir faire des hypothèses avec des jetons comme ça, en disant... je crois que c'est des thèses. En disant, je pense qu'ici c'est un astéroïde. On met face cachée. Chaque joueur, quand on dépasse en fait la zone avec le petit document, peut faire une hypothèse. On pose notre jeton dessus, et tour après tour, les jetons avancent, jusqu'à ce qu'on révèle, jusqu'à ce qu'on arrive au bout et qu'on révèle les jetons. Tous ceux qui ont fait la bonne hypothèse vont marquer des points, et bah, les autres, tant pis. Donc ça permet aussi, certains ont pris un peu de retard, d'être sûr de quelle zone a quoi. C'est un jeu qui ne permet pas de se tromper, il faut vraiment être concentré du début à la fin. Une seule erreur et ça pourrit ton jeu. Et avec certains joueurs, j'ai compris pourquoi ils avaient un peu de mal. Parce que c'est vrai que quand tu te loupes, c'est très très compliqué de revenir dans la partie. Mais moi, ça me plaît vraiment, et en solo, il est aussi très très intéressant. Ça me donne envie d'y rejouer d'ailleurs. À chaque fois que j'en parle, j'ai envie d'y rejouer. Donc voilà pour la planète X. Ensuite, il y a Iron's End, une ère nouvelle. Alors j'avais déjà fait la boîte de base, on avait fait aussi le Legacy avec Aurélie, et du coup après j'avais acheté ère nouvelle parce qu'il y a un système en plus qu'ils appellent Expédition, qui est en gros une mini-campagne. On va affronter petit à petit différents boss à la suite pour avancer dans la campagne. Ça fonctionne sous forme d'enveloppe comme ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas, Iron's End, c'est tout de même l'un des pionniers du deck building avec
un aspect très intéressant, au-delà d'affronter les monstres, etc., c'est que nos personnages ont des zones ici pour pouvoir lancer les sorts qu'on va devoir débloquer. Au départ, on a une seule zone de sorts disponible et en fonction de notre jeu, de notre décision, on va pouvoir petit à petit débloquer d'autres sorts. Et du coup, au début, on est vraiment moisi. Et petit à petit, on va débloquer plus de zones pour les sorts et du coup, on va faire très mal à l'ennemi. C'est aussi du coup un deck building qui fonctionne avec un marché. Je sais pas si on aura une photo. Mais du coup, si là, hop, on va pouvoir acheter des cartes grâce aux gemmes qu'on va jouer. Donc là, je pense que la personne avait joué plusieurs gemmes ici, qui lui permet d'acheter des cartes dans le marché. Le marché, il change, enfin, on choisit en soi, mais il peut changer à chaque partie. On a du coup notre boss ici qui a 2 niveaux de difficulté, normal et difficile, ce qui fait que quand on a déjà quand même pas mal joué, on peut se rajouter un peu de challenge. L'ennemi va nous attaquer aussi sur 2 fronts, la ville Grevold qu'on défend, et nos personnages. Sachant que si on meurt, c'est quand même mal barré. Ce qui est aussi intéressant, dernier point, je pense que c'est un jeu que vous connaissez assez bien pour la plupart, c'est l'ordre de tour qui va changer. En fait, si on prend une configuration à 2, chaque joueur a 2 tours et le boss a également 2 tours. C'est représenté par des cartes, donc on a 6 cartes qu'on va mélanger et qu'on va tirer un par un. Ça nous permet à la fois de ne pas trop nous projeter, c'est pas aussi simple que c'est mon tour, c'est ton tour, c'est le tour du boss, c'est mon tour, c'est ton tour, c'est le tour du boss. Ici, on peut se retrouver avec 4 tours de suite du boss. Si on se retrouve à la fin du paquet avec 2 cartes du boss, qu'on remélange et que ces 2 cartes se trouvent au-dessus du paquet, ça fait qu'il y a 4 tours pour le boss. Je peux vous dire que c'est compliqué de survivre à ça. on subit. À ce moment-là, on subit et après on sait qu'on va pouvoir jouer plus longtemps, quoi. Mais du coup, ça demande aussi d'être prudent, d'être prévoyant sur nos tours parce que c'est un scénario qui peut arriver. Autant on est content d'avoir joué nos 4 tours à la suite, autant quand c'est le boss qui joue les siens, c'est pas amusant. Enfin, c'est pas amusant, façon de parler, hein, mais voilà. C'est une situation que j'aime assez bien parce que ça fait des retournements de situation dans la partie qui sont assez intéressantes. Ensuite, on a Horror Arkham, mais je reviendrai un peu après. Là, en fait, il est mal classé parce que la version française n'est pas consignée dans Board Game Geek. Donc voilà, en attendant, il apparaît ici. J'ai fait la demande de création, mais ça peut prendre un peu de temps. Mais je vais revenir après dessus. Coffee Roaster, c'est un jeu solo. Alors on peut jouer à 2 aussi en soi. La plupart des jeux solo, on peut jouer en coop avec une deuxième personne, ça marche assez bien. Dans Coffee Roaster, on va devoir torréfier nos grains de café. Dit comme ça me donnait pas très envie, mais c'est un jeu de backbuilding très intelligent. Déjà, c'est du backbuilding, il y en a pas énormément en solo. Il y a Warp Sage que j'avais beaucoup aimé, et Coffee Roaster pour moi le dépasse facilement. On va choisir au début de notre partie quelque part un scénario. C'est un scénario. Le scénario va nous dire avec quoi on commence et rapidement la mise en place. Ça va nous dire aussi combien on va scorer. Alors c'est vraiment très petit. Ah bah tiens. Et là par exemple, le top du top, ce serait d'atteindre un seuil de torréfaction à 16. Ça nous donnerait 10 points. 10 points c'est le maximum sur cette carte-là. Par contre, vous voyez, si on fait moins 15, ça va, ça fait 7 points, 17 ça fait 6 points. Si on fait vraiment trop, c'est que 3 points, si on fait vraiment pas assez, c'est 6 points. Donc quelque part, le danger, c'est de trop torréfier le grain dans ce niveau-là. Mais ça peut changer suivant les scénarios. D'ailleurs, il y a 3 niveaux différents. Là, c'est le niveau 2 de difficulté, et il y a 3 niveaux de difficulté. C'est un jeu qui est que en anglais. Par contre, les règles sont disponibles en français sur Board Game Geek, il me semble. Et le reste du jeu n'a pas de... Il n'y a pas besoin de connaître l'anglais pour y jouer. Quand on va jouer, on va commencer du coup avec les valeurs qu'on a dans notre sac. Et quand on les pioche, on va choisir si on torréfie au-dessus ou non. Si on torréfie trop, on va les cramer. On peut aussi risquer de faire de la fumée. Par exemple là, si on augmente trop la température, ça va faire de la fumée. Du coup, ça va nous faire des pénalités en fin de partie, voire même en fait nous remplir des cartes. Pendant toute la première phase du jeu, on va chercher à améliorer notre grain. On va le torréfier, on va lui ajouter des saveurs. C'est des petits jetons bleus, verts et rouges ici. Qu'on va jouer, qui vont pouvoir nous donner aussi des bonus. Et il me semble que c'est quand on le décide, on va se dire, ok, cette partie-là est terminée, maintenant je prépare ma tasse de café. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Donc vous piochez un par un vos jetons.
que vous placez sur la tasse de café ici. Vous avez un nombre d'emplacements limité, dont certains donnent des bonus, et d'autres, si on ne les remplit pas, des malus. C'est ce plateau-là qui va compter à la fin de la partie par rapport au scoring qu'on a vu juste avant. Si quand vous piochez, là par exemple, il y a une graine cramée, vous n'en voulez pas, vous avez une zone ici pour défausser. Et si vous prenez par exemple ce bonus-là, ça vous permet d'avoir 2 zones en plus. Et des fois, c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, vous avez en gros le droit de piocher 3 mauvais grains, ou des grains que vous voulez pas. Parce que parfois, ça peut être que vous avez déjà des valeurs élevées qui sont sorties ici, vous piochez un 4, le 4 il peut vous amener au 20 que vous voulez pas. Hein. Là, ici, 20 en score, ça vous fait que 3 points de victoire. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc parfois, c'est les grosses valeurs que vous allez mettre de côté parce que vous en voulez pas. Et dans Coffee Roaster, donc en fait, là, la petite enveloppe que vous voyez là, c'est tous les scénarios qui sont disponibles. Et en fait, il vous propose aussi une mini-campagne où en fonction de votre score, vous allez prendre un niveau supérieur ou non. Et ça se joue en 3. C'est le mode que je préfère. Du coup, ça fait des parties un peu plus longues. Et j'aime bien du coup cette possibilité de choisir entre faire une partie courte, et voilà, ça s'arrête là, et avoir une mini-campagne qu'on peut à la limite faire en plusieurs fois aussi. Il n'y a pas d'obligation de les faire à la suite. Donc ouais, franchement, Coffee Roaster, moi, je trouve que c'est un excellent jeu solo de backbuilding. Et franchement, très intéressant. Même à plusieurs, c'est un jeu qui pourrait être intéressant. Alors forcément, chacun jouerait un peu dans son coin, il faudrait remanier les choses. Mais je pense qu'il aurait du potentiel pour être joué à plus. Ok, donc on passe désormais au suivant, Dawn of the Z. DOZ, hein, voilà, ça va très bien. Avec ma prononciation en anglais, c'est fantastique. Qui est un jeu assez complexe, avec quand même beaucoup de choses, qui n'existent pas en français, donc pareil, uniquement en anglais, et là pour le coup, sur les composants, sur les cartes, il y a de l'anglais, donc il faut quand même être familiarisé. Et, il me semble que la traduction complète de tous les cartes, etc., est disponible sur Board Game Geek. Prévoyez beaucoup de cartouches d'encre et beaucoup de temps, parce qu'il y a une grande panoplie de cartes. Ce jeu, c'est une sorte de tower defense, où on se retrouve dans un film. On est réalisateur d'un film de zombies, et du coup, nos protagonistes vont devoir survivre à des vagues et des vagues de zombies. Nos petits protagonistes, là, ils sont au milieu. Oui. Et les zombies, c'est les petits carrés. Là, il y en a un rouge et il y a une autre face blanche, en fonction de comment ils apparaissent, des règles dans lesquelles ils apparaissent. Nos personnages ici, il y en a bien beaucoup. Je pense que quand je joue à plusieurs, je n'ai joué à ce jeu que en solo. Je pense que quand on est plusieurs, du coup, il y en a plus, mais là, ça me perturbe un peu. Donc nos personnages vont avoir des capacités et également des actions par défaut. Les zombies vont apparaître dans différentes zones en fonction des cartes qu'on va révéler. Et nous, on va devoir aussi gérer nos ressources, nos munitions, la bouffe. Et celui du haut ne me dit rien, c'est peut-être les actions qu'on a. Les zombies, forcément, ils vont se rapprocher les uns des autres, ils vont aussi se fortifier quand ils sont à plusieurs sur une zone et deviennent plus forts. Et certaines villes nous proposent un peu plus de barricades que d'autres, de protection, qui vont pouvoir nous aider. Donc il va falloir qu'on se positionne bien pour avoir plus de défense. Mais en général, ça vient tellement de tous les côtés que c'est compliqué. On a une infirmerie que j'ai pas jouée parce qu'en fait, le Dawn of the Z, c'est plusieurs jeux en un. En fait, il y a tellement de scénarios et de possibilités dans les règles que vous pouvez... c'est un petit peu un sandbox. Il y a tellement de possibilités que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Alors bien sûr, ça reste un seul jeu en réalité, mais au niveau des difficultés, des modules que vous pouvez ajouter, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce que j'ai bien aimé aussi dans Dawn of the Z, c'est dans la fiche d'aide. On voit pas très bien. Ceux qui sont sur mon téléphone mobile, vous voyez que dalle. Je vais essayer de trouver plus grande image, mais je suis pas sûre. Et peut-être que là, on verra un poil mieux. Tac. Ça va être du coup, donc si on est au corps à corps ou avec une arme, on va lancer des dés et on va comparer la force du zombie avec notre force à nous. On va aussi prendre en compte s'il y a des barricades ou des avantages pour l'un ou l'autre des parties. Ensuite, on va regarder qui se prend le plus qui se prend des dégâts et qui en inflige le plus pour savoir qui va remporter en fait le combat. Donc ce système-là, je le trouve vraiment très intelligent. Il y a une part de hasard, mais en fait, on peut aussi savoir à l'avance l'issue du combat. Là, globalement, toute la partie en bas à droite, c'est les humains qui font le plus de dégâts, avec du 5 dégâts parfois aux zombies. Ça doit être pas mal, ça. Et par contre, dans l'autre sens, si on est imprudent, on peut prendre vraiment très très cher aussi. Donc c'est un ensemble de choses auxquelles il faut penser. D'ailleurs, on voit que pour
l'attaque au fusil, c'est uniquement des dégâts qu'on fait, vu qu'on n'est pas au corps à corps, il n'y a pas de représailles. En fonction, donc le rouge là, c'est les zombies qui doivent partir, battre en retraite. Et là, en blanc, c'est le joueur qui doit reculer. Donc ça permet aussi une progression du coup sur la carte, et ce qui fait aussi que les jetons se déplacent pas mal. C'est un jeu qui est assez réputé pour le solo, mais qui est difficile à trouver, même en anglais. Il y a aussi 3 extensions, pour le coup, qu'il faudrait que j'ajoute dans ma liste. Mais j'ai pas du tout joué. En fait, moi j'ai acheté un lot où il y avait tout. Et du coup, pour le moment, j'ai joué qu'à la boîte de base, qui a déjà énormément de contenu à proposer. À surveiller, mais il me semble qu'il y a eu une annonce pour une nouvelle version. Bah tiens, peut-être qu'on peut... Est-ce qu'on peut trouver... Non. La boîte change vraiment beaucoup. Il devrait y avoir une nouvelle version, un peu plus simplifiée. Je pense qu'elle sera toujours que en anglais. Enfin, pas en français en tout cas. Parce qu'il existe aussi en espagnol et en allemand. Donc voilà, affaire à suivre si vous voulez, si ça peut être un jeu qui vous intéresse, ce serait à suivre pour pouvoir vous le procurer peut-être plus facilement. Je vois que ça se joue jusqu'à 5 et ça doit être quand même assez un sacré bazar. Ensuite, on a Final Girl, donc, qui a longtemps été mon top solo. Aujourd'hui, je ne saurais pas trop dire quel est mon jeu préféré. Globalement, tous les jeux qui sont dans ma liste sont des jeux que j'aime énormément. donc voilà, on peut le considérer presque comme un top. Final Girl, donc premier avertissement, la boîte de base ne contient pas de scénario. Il vous faut forcément la boîte de base plus une extension. Ne vous faites pas avoir. Je pense qu'il y en a plus d'un qui sont fait avoir. Final Girl, c'est basé sur le jeu négociateur prise d'otage, si jamais vous connaissez, sinon on passe à la suite. Donc on se trouve dans un film d'horreur. Elle est belle l'image avec les playmates, mais bon, de base il n'y a pas les playmates. Là c'est les couvercles des jeux en fait. Donc Hans, c'est le monstre du premier scénario qui est sorti, et le camp Happy, c'est le premier lieu. Donc ça, c'est vraiment le scénario de la boîte de base. Donc on va jouer avec nos petits personnages sur le plateau ici, et le méchant, le tueur, va lui évoluer sur son plateau là. Plus il va tuer des victimes, et plus il va augmenter sa soif de sang, et du coup il va devenir plus fort. Il va se déplacer plus vite, il va faire plus de dégâts, ou il va augmenter notre horreur. Notre horreur, c'est ce qui va nous permettre de savoir combien de dés on va lancer. Plus on est terrifié, moins on en lance. Plus on gère la situation, on garde notre sang-froid, et plus on pourra en lancer. Ces dés-là, ce sont nos seules chances de réussite, vraiment. Si vous avez qu'un seul dé, c'est quasiment fini. Hein. Vraiment, là, ce serait très très mal barré. On va avoir des actions qu'on va pouvoir acheter. Il y a des actions, des cartes qui coûtent 0, donc on peut récupérer tous les 2 tours. On va revenir dessus après. Et ce sont ces cartes-là qui vont nous donner des actions. Et vous voyez, sur les cartes, il y a, si on fait aucune réussite, on va perdre 1 point de vie, on va perdre 2 de temps, et sinon, on peut faire... là, la carte sprint nous permet d'avoir 2 mouvements, par contre, on baisse d'1 temps. Le coût des cartes, c'est ce qui est marqué en bas à droite. Le système de temps, c'est ce qu'il y a ici. À chaque tour, on commence à 6, et en fonction des cartes qu'on joue, on va diminuer. C'est aussi ce temps-là, du coup, qui nous sert à payer le coût des cartes. Donc si pendant un tour, on peut réussir à en gagner, hein, c'est pour ça que ça monte. Si au cours d'un tour, je dépense 4 temps pour jouer mes cartes, il m'en restera 2 pour la phase d'achat. Et les cartes que j'ai jouées ce tour-là sont dans une défausse, et du coup ne sont pas disponibles dans le marché pour le tour suivant. Par contre, dès qu'on a fini nos achats, les cartes du premier tour sont remises dans le marché. Donc les cartes 0, on peut les récupérer 2 tours, on va dire, après les avoir jouées. Donc c'est quelque chose à jauger aussi. Il ne faut pas jouer toutes les cartes 0, sinon en général on se retrouve dans le pétrin. Mais il faut quand même les jouer assez régulièrement, parce que c'est ce qui va nous apporter le plus d'actions, tout simplement. Quand c'est au tour du tueur, on va retourner des cartes terreur ici, qui vont indiquer les actions qu'il fait. Et au fur et à mesure de son avancée, il va devenir plus fort, et il va aussi rentrer dans un état de rage, et devenir encore plus fort avec des actions plus intéressantes pour lui, et pour nous mettre un peu dans la difficulté. Parce que nous, pendant ce temps-là, on aura acheté des nouvelles cartes, on aura probablement également trouvé des objets, et on aura très certainement, je l'espère, sauvé des victimes en les amenant à des points de fuite. Donc tout ça, forcément, ça va nous avantager. Dans le scénario de Hunt, et dans la plupart des scénarios, il faut réussir à tuer
le tueur. Par contre, il y a certains scénarios où on va plutôt avoir d'autres objectifs. Le poltergeist, il faut qu'on arrive à sauver une petite fille. Donc voilà pour Final Girl, qui est vraiment un jeu que j'ai adoré. Mais aujourd'hui, j'en ai gardé que 2. Cauchemar sur Maple Lane, qui est un scénario que j'aime bien parce qu'on passe d'une phase de réalité à une phase de cauchemar où le tueur évolue de manière différente, sans pour autant ajouter trop de règles. Et le manoir hanté avec la poltergeist, qui a des déplacements différents et justement cet objectif différent où le but n'est pas de tuer le méchant, le meurtrier, mais de réussir à s'enfuir. Donc il faut réussir à trouver la petite fille, si on arrive à trouver son doudou, c'est mieux. Et du coup, ça propose vraiment un objectif différent. Donc moi, avec ces 2 scénarios-là, je trouve aujourd'hui que c'est suffisant. Ça veut pas dire que je ne me laisserai pas tenter par d'autres scénarios, mais c'est vraiment ceux qui m'ont le plus plu dans ceux que j'ai joués, donc c'est ceux que j'ai gardés. Ensuite, nous avons For Glory et son extension. Pour le coup, je vais faire un lot des 2 parce que l'extension est obligatoire pour jouer en solo, et moi je n'ai joué à For Glory que en solo. For Glory, c'est, j'allais dire le meilleur deck building, mais pour moi en tout cas, c'est vraiment un deck building qui se démarque énormément. Il fonctionne en 2 étapes, une étape où on améliore notre deck et une étape où on se tape. Dans For Glory, on va devoir embaucher des gladiateurs, on va également devoir trouver des renforts auprès des sénateurs pour avoir certains bonus, parce qu'en fonction de notre popularité, on va pouvoir avoir plus de gladiateurs dans notre arène. Donc tout ça, c'est très lié, parce que forcément, plus on a de gladiateurs dans l'arène, et plus on a de chances de gagner. Donc là, c'est une mise en place pour 2 joueurs, où l'un va affronter l'autre, et inversement, et tout va se jouer au milieu, sur les arènes mineures et l'arène majeure. L'arène, arène, pas l'arène le roi. On va jouer nos gladiateurs qui vont avoir leurs propres capacités. Donc certains ont un effet unique. Et en plus de cela, du coup, on a une valeur de combat, de défense et c'est pas de mouvement, c'est d'initiative. Pour savoir qui va taper en premier. En fonction du résultat du combat, on va pouvoir remporter l'arène. Et notamment cette petite gemme qui va servir de décompte. Les arènes vont nous donner des effets, soit permanents, soit à certains instants. Donc ça va tout de même nous avantager. On a un marché sur le côté pour pouvoir améliorer nos cartes, donc ça c'est dans la première phase, où on va pouvoir embaucher des gladiateurs, donc dans notre main, on ne les aura pas encore joués. On va également pouvoir élaborer des tactiques. Donc en fait c'est des cartes qui vont pouvoir être jouées de manière instantanée pour nous aider dans un combat. Et également, du coup, de la défense, que l'autre joueur pourra jouer aussi en instantané. Et on va à côté avoir des cartes qui sont plus de l'économie, qui du coup vont nous permettre d'avoir plus d'argent, qui nous sert à acheter les gladiateurs, et également de la popularité auprès des sénateurs, et ce nombre de popularité nous permet d'avoir davantage de gladiateurs en jeu. Au niveau de l'extension qui ajoute le mode solo, alors c'est dommage, il n'y a pas d'image, mais en fait on va avoir un très gros deck, même 2 gros decks de cartes qui vont expliquer comment l'automa réagit tour par tour. Il est assez fort et on peut réguler sa force grâce à des cartes avec un certain nombre d'étoiles. Moins il y a d'étoiles, plus ça facilite la partie, plus il y a d'étoiles et plus c'est compliqué. Ça apporte aussi les champions, d'où le nom de l'extension, qui, du coup, on va en avoir un pendant notre partie, qu'on va pouvoir améliorer. Par contre, ça coûte très cher de l'améliorer, donc il faut réussir à voir est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps à l'entraîner pour qu'il soit plus fort et presque indestructible. Ou est-ce qu'il vaut mieux jouer un peu la prudence et l'augmenter que quand on est assez serein sur notre parcours. Parce que d'ailleurs, l'automa, il est très 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 fort. Enfin, moi, je joue avec toutes les cartes, donc je crois que c'est l'un des niveaux les plus élevés. Mais il peut vraiment être sans pitié et assez challengeant, en fait, à jouer contre. Sans que ce soit non plus une... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas non plus en train de subir, comme on peut l'avoir pour certains jeux, où on n'a pas l'impression de pouvoir réellement jouer, de réellement se développer. Ici, on peut. Ici, on a vraiment ce moment où on développe notre jeu, nos gladiateurs, et ensuite on s'affronte. Et en général, sur les affrontements, il est quand même un peu avantagé de par son deck. Donc après, ça nous améliorer et à prendre les meilleures décisions. Ensuite, on a Horror Arkham. Alors je fais un tiercé gagnant pour
toutes les extensions. Surtout que, en fait, les extensions, à part Dunwich, je n'ai pas encore fait les autres. Là, j'avoue, j'ai un peu déconné. Mais bon, je les ai quand même prises. C'est du coup, Horror Arkham, c'est un jeu de cartes évolutif, donc qui vient un peu en opposition avec les jeux de cartes à collectionner. Parce qu'en fait, du coup, quand on achète la boîte, on dispose de toutes les cartes directement. On n'a pas des boosters à ouvrir, etc., qui se basent sur le hasard pour avoir les meilleures cartes. Par contre, du coup, il y a énormément d'extensions qui sont proposées pour des nouveaux scénarios, pour de nouvelles cartes. Donc là, il y a vraiment du choix. Donc Horror Arkham, le jeu de cartes, se base sur l'univers de Cthulhu, pour ceux qui connaissent. Donc un univers assez horrifique. Et on va incarner des plus ou moins héros, certains héros un peu malgré eux, qui vont pareil avoir leurs propres caractéristiques qui vont servir notamment au jet de dés. Ils ont également des points de vie et des points de santé mentale. On va, dans chaque boîte, il y a plusieurs scénarios, il y a une campagne en fait, en plusieurs scénarios, 3-4 scénarios, sur lesquels nous allons pouvoir jouer. On commence par un lieu de départ et on va pouvoir explorer d'autres lieux. Certains lieux seront verrouillés, il faudra trouver un moyen de les ouvrir. On va avoir l'ennemi qui est pas forcément visible, qui va, lui, avancer dans son rituel, dans ses manigances. Et du coup, on va avoir un compteur de temps qui va avancer. Et en 3 cartes, ça devient plus compliqué. À chaque fois qu'on atteint en fait un seuil, là par exemple, il faut 2 indices pour pouvoir... Alors ça, je pense que c'est plutôt les cartes qui nous font nous progresser. Je pense que c'est plutôt les cartes qui nous font progresser. Mais celle du méchant fonctionne exactement pareil. Il faut un nombre d'indices. Quand on atteint ce nombre d'indices, on peut résoudre la carte. Donc quand c'est notre trame qui avance, tout va bien. Quand c'est le grand méchant, c'est beaucoup moins amusant. C'est souvent des pénalités et du coup le jeu se durcit. On va du coup avoir chacun notre deck qu'on va pouvoir améliorer entre les parties en fonction des points qu'on gagne, et on va avoir des monstres à affronter avec des valeurs de combat, de vie et d'agilité, notamment pour pouvoir se désengager, c'est cette valeur d'agilité qu'on va résoudre. Globalement, Arkham, on incarne un ou plusieurs personnages avec son propre deck de jeu. Dans les decks, il n'y a pas que des cartes positives, il y a des cartes traîtrises qui vont nous embêter. Quand on va progresser sur la carte, on va débloquer des nouveaux lieux, et chaque tour, on va également révéler des cartes événements qui sont rarement très bons, qui vont du coup faire apparaître des monstres, qui vont terroriser notre personnage. Donc dans la boîte de base, il y a déjà un scénario, et après, il existe beaucoup d'autres campagnes qui sont proposées en extension. En boîte de base, il y a la première boîte, qui est la boîte carrée comme ça, qui est vraiment celle de base qui était pour 2 joueurs. Ils ont refait il y a quelques années une version pour 4 joueurs, qui est une boîte plus rectangulaire avec une illustration beaucoup plus présente sur la devanture, sur la couverture. Et ils ont annoncé prochainement une nouvelle boîte de base qui sera nécessaire pour les prochaines campagnes qui vont suivre. Donc si le jeu vous intéresse, je vous conseille de patienter jusqu'à la nouvelle boîte de base. Comme ça, vous partirez vraiment sur leur nouveau schéma de publication et vous ne serez pas embêtés. Voilà. Là, c'est les joueurs un peu fidèles d'Horror Arkham sont un peu embêtés parce qu'il faut racheter une boîte de base pour faire les prochaines campagnes. C'est toujours un petit peu agaçant. Donc voilà pour le tiercé gagnant d'Horror Arkham. Donc comme j'ai dit, je ne vais pas préciser pour chaque campagne, vous prendrez les campagnes qui vous intéressent. J'essaie de les faire dans l'ordre en fait. Il y en a plusieurs qui sont en rupture, donc c'est difficile de les trouver. Il y a 2 boîtes par campagne. Il y a vraiment la boîte campagne qui apporte les scénarios, et il y a une boîte investigateur qui sont des cartes d'amélioration pour nos personnages, et également des nouveaux personnages. Ensuite, nous avons Kingdom Legacy, donc jeu solo aussi. Au final, je me rends compte que j'ai quand même gardé beaucoup de jeux solo. Je pense que les autres vont peut-être arriver après. Donc Kingdom Legacy, c'est vraiment un petit jeu fait avec IA. Donc ça se voit, c'est assez moche. Mais ça se joue quand même, et c'est assez intéressant, c'est assez reposant en fait, de jouer à Kingdom Legacy. Donc là pareil, je fais un peu un tiercé avec les extensions, parce que celles-ci je ne les ai pas encore faites. Dans Kingdom Legacy, c'est un jeu qui, comme son nom l'indique, va se jouer qu'une seule fois.
on va avoir notre deck de base qu'on va améliorer. Donc là, par exemple, ça va nous générer, ces cartes-là vont nous générer une pièce, et on pourrait améliorer, par exemple, la 3e carte en la faisant pivoter. On paye 2 pièces grâce à ces cartes-là, et on la fait pivoter. Et on fait ça pour un peu toutes nos cartes, en sachant qu'à chaque tour, on va en rajouter, pas beaucoup d'images, on va en rajouter dans notre deck, avec des cartes qui vont nous embêter, des ennemis, ou tout simplement des cartes qu'on ne veut pas. Donc on va essayer de faire croître notre village, notre royaume, tout en enlevant les ennemis, et à la fin de notre partie, on va avoir un score qu'on va pouvoir noter sur la boîte, et on va pouvoir en fait continuer notre aventure avec les extensions. Donc sur la boîte, on a un score, et puis après, grâce aux extensions, on va continuer à améliorer notre royaume. Sur les cartes, on va également pouvoir coller des stickers qui vont du coup améliorer de manière permanente nos cartes. Donc ça, pour moi, c'est un peu le point noir du jeu. Je trouve qu'on aurait tellement pu faire sans les stickers, ou à la limite, si on pouvait acheter quelques stickers en plus. Mais là, du coup, on peut jouer qu'une fois à la boîte, et je trouve ça vraiment dommage. Ah bah tiens, c'est là où on note du coup les scores qu'on fait. Donc voilà, un jeu vraiment détente, voilà, là c'est une carte ennemie, que je trouve très intéressant. J'ai fait la boîte de base, et j'avais commencé, il y a 3 ou 4 mini-extensions dedans. Donc j'avais commencé les mini-extensions, et j'ai acheté les 2 boosters d'extensions qui sont arrivés après, et il y a encore d'autres extensions à venir, d'autres d'ailleurs qui sont sorties, et d'autres à venir. Je prendrai certainement au fur et à mesure en fonction de mon envie. Je trouve pour le coup que les boosters, les petits boosters là, sont vraiment trop chers. C'est quasiment c'est 8 € je crois. Et la boîte de base c'est 15 €. Et pareil je crois pour Distant Lands qui est aussi dans ce budget-là. Donc voilà, un jeu que j'apprécie en grande partie par son côté chill en fait. Il n'y a pas trop de prise de tête, il n'y a pas énormément de stratégie, il y a juste le plaisir de faire grandir son royaume. Ensuite, nous avons Megalopolis, donc là qui est un micro-game. Son nom anglais c'est Sprolopolis, mais c'est vraiment le même jeu, et c'est l'un des seuls micro-games auxquels j'attache un intérêt assez persistant. Chaque carte a derrière elle un objectif, donc en fait on va mélanger toutes les cartes, on va tirer 3 cartes qui vont être nos objectifs, et en fonction de ces objectifs-là, on va devoir construire notre ville pour que ça corresponde. Donc on a des parcs, on a des zones industrielles, des zones résidentielles et des zones commerciales, et qu'on va devoir placer au mieux pour que ça convienne à nos objectifs. Donc pour les placer, on va simplement... il y a assez peu de règles de gestion. On peut recouvrir une ou plusieurs cases d'une autre carte. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'on doit la jouer que à l'horizontale. De toute manière, ça ne marche pas. Quand on les joue à la verticale, ça ne se connecte pas, donc c'est une règle qu'on a vite fait de se rappeler. Donc voilà, jeu vraiment simple, efficace. Voilà, efficace, minuscule format, mais avec beaucoup de rejouabilité, vu que chaque carte a ses propres objectifs, qui prend pas énormément de place, même en jouant. Alors ça peut dépendre, hein. Des fois, je me suis étalée sur la table... Mais voilà, on peut réussir quand même à jouer sur une place restreinte. Ensuite, on a Micro Hero Hercule. Donc ça, pareil, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fait une vidéo un peu qui sort un peu de l'ordinaire de ce que je faisais dessus pour expliquer pourquoi j'aimais autant ce jeu. Je le trouve très malin. Donc pareil, ça fait partie des jeux microscopiques qui se glissent facilement dans un sac. Et du coup, on va incarner Hercule dans cette première boîte. Ça va être une série de plusieurs héros qui va devoir survivre aux travaux d'Hercule, qui sont là par exemple ici, avec du coup les cartes d'attaque de l'ennemi, de défense et ses points de vie. Et nous, de notre côté, on va avoir notre petit deck de base qu'on va pouvoir améliorer grâce aux cartes expérience ici quand on les joue. Et tout le sel de ce jeu, c'est la manière dont on va jouer les cartes. En fait, pendant notre tour, on va jouer 5 cartes qu'on va positionner ainsi. La carte du haut va faire un multiplicateur de x5 de la valeur de ces cartes. Donc là, par exemple, ça va faire 5 boucliers et 5 expériences. Donc 5 défenses, 5 expériences. Ici, on va choisir celui qu'on veut, donc ça peut être 4, vu que c'est la 4ème carte, 4 d'attaque, par exemple. Là, ça nous fera 3 de défense, 2 de défense, 1 de défense. Donc là, si on additionne par exemple la défense, ça ferait 5 défense, plus 3, 8, plus 2, 10 et plus 1, 11. On aura dans ce cas-là 11 de défense
Et on va regarder quelle est son attaque, il a 5, donc on part très facilement. De notre côté, on va regarder l'attaque qu'on fait, donc on fait 4 de dégâts, il a 4 de défense, et ben il se trouve qu'on arrive à lui faire perdre 1 point de vie. Voilà, tout simplement. Et du coup, on enchaîne les tours comme ça jusqu'à réussir à le vaincre ou à se faire battre. S'il arrive à nous mettre des dégâts, on se prend des blessures, et si ma mémoire est bonne, c'est au bout de 3 blessures qu'on a perdu. Mais même si on arrive à survivre à ce travaux d'Hercule-ci, eh ben, on va continuer avec un nouveau travaux d'Hercule. Donc notre deck, il aura été amélioré, donc on réinitialise, mais on garde la carte en fait du travaux qu'on a réussi à vaincre. On garde nos blessures et on reprend un nouveau travaux. Et c'est comme ça jusqu'à ce qu'on ait réussi à vaincre les 12 travaux d'Hercule. Donc voilà, un jeu qui demande quand même pas mal de réflexion, pas mal de possibilités, qui reste un très bon challenge de ce qui va nous être proposé. Voilà. Là, c'est les 12 travaux d'Hercule. Et je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire de beaucoup s'y plaire. Alors, c'est des parties assez longues. Je dirais pas que c'est le désavantage du jeu, mais voilà, ça peut être assez long. Rien n'empêche de faire une sauvegarde entre plusieurs travaux pour pouvoir reprendre une prochaine fois. Ensuite, nous avons Mini Rug. Alors, Mini Rug, j'avoue que c'est celui qui est probablement un peu sur la sortie, parce qu'il est aussi sur Board Game Arena, et pour le peu que j'y joue aujourd'hui, ça pourrait bien me suffire. Mais Mini Rug, parlons de lui. Donc c'est de 1 à 2 joueurs. Il y a une nouvelle version, une nouvelle boîte qui va bientôt sortir parce qu'elle était en financement participatif. On va avoir notre plateau de joueurs ici-bas avec notre expérience, notre armure, nos points de vie, la nourriture, les pièces et les potions. Ici, c'est notre personnage qui a ses capacités spéciales, qui a ses capacités spéciales. Et là, ça va être notre donjon. Donc on va au début commencer en haut à gauche, et puis on va choisir, soit on va à droite, récupérer le trésor, soit on va se prendre le piège. Bon là, ça donne plus envie d'aller prendre le trésor. Et on continue comme ça, soit à droite, soit en dessous, jusqu'à arriver au boss. Le boss, on l'atteint uniquement par rapport à la plaquette qu'il y a ici. Quand on commence la partie, au début de la partie, on va commencer sur le 1 ici, il n'y a pas de monstre. Quand on a fait nos 3 actions là qu'on descend, on arrive au deuxième tour, et ce tour-là, il y a le boss qui est révélé. Quand on arrive à vaincre le boss, on passe au 3, on passe au 4, etc., jusqu'à atteindre le 10, où c'est le boss final. Ça permet juste de repérer où en est la vie du monstre qu'on va affronter. Et on va jouer avec ces dés-là. Ces dés-là vont dépendre de notre expérience. Au début, on a un seul dé, et quand notre expérience s'améliore, on va passer là, au niveau 2, on va prendre un nouveau dé, et au niveau 3, on aura du coup 3 dés. En sachant que l'expérience, elle peut varier. Donc Mini Rug, je trouve que c'est vraiment une belle proposition. Les parties ne sont pas trop longues, surtout une fois qu'on a pris en main le jeu. Le début peut être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'icônes, et même aujourd'hui, quand je reprends pour une partie, j'ai parfois un peu de mal avec certaines icônes qui se ressemblent beaucoup. Et je trouve que ça se joue vraiment bien, les prises de décision sont assez rapides. J'ai joué en solo comme en duo, et j'ai trouvé ça très très sympa. En sachant que voilà, il peut y avoir du poison, il peut y avoir de la malédiction qui vont nous faire perdre des points de vie. C'est un jeu où j'ai fait quand même beaucoup de parties, et je trouve ça toujours plaisant d'y jouer, c'est pour ça qu'il est toujours dans ma ludothèque. Mais c'est vrai qu'une fois j'ai joué sur Board Game Arena pour voir si la version dématérialisée me conviendrait, et c'est plutôt le cas, donc pour le moment je le garde un peu par affection, mais mon côté minimaliste me pousse à le vendre. Un jeu que je vous recommande aussi chaudement. Ensuite nous avons Paper Tales, donc là pareil, je vais faire un tiercé gagnant avec les 3 parce qu'aujourd'hui, ça c'est l'ancienne version, mais aujourd'hui avec la design de la reine, c'est une version qui contient le jeu de base et les 2 extensions, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je vous en parle séparément. Paper Tales, c'est vraiment, si je devais sauver un jeu de ma ludothèque, ce serait celui-ci. Pas parce que c'est le meilleur, mais parce qu'il est excellent dans toutes les configurations. Que ce soit en solo ou à 7, parce qu'avec les extensions ça se joue de 1 à 7, je le trouve vraiment très très bon. C'est un jeu de draft et il y a un peu de tout, hein, de combat, de stratégie, de développement de cité. Nous, notre royaume, du coup, ça va être ce qu'on va poser devant. On va pouvoir jouer 4 cartes devant soi, des cartes, du coup, la plupart offensives, qu'on va mettre devant pour pouvoir attaquer les 2 personnes
à notre droite et à notre gauche. On va également avoir des cartes qui vont nous donner des ressources qui vont être précieuses parce qu'il peut y avoir des combos entre les différentes cartes. Et ça va nous permettre aussi d'améliorer notre royaume. On va pouvoir construire, donc là par exemple, il y a un temple qui est construit, qui nous rapporte à chaque tour 2 pièces, ce qui est énorme pour ce jeu. Et la mine, qui elle est au niveau 2, qui nous rapporte du minerai et je crois que c'est un bonus au combat. Et comme c'est une carte de niveau 2, un bâtiment de niveau 2, ça nous permet également d'avoir une troisième carte sur la ligne de combat. Donc voilà, Paper Tales, c'est en premier un draft. En deuxième, on pose nos cartes. En troisième, on combat, on compare les valeurs de combat. Donc là, il y a du 2 parce que c'est l'archer qui peut jouer de l'arrière. Les 4 ici du golem, là je vois pas. Le démon, je sais plus, je crois qu'il fait beaucoup de dégâts. Et là, le colosse qui fait 1, et en fonction de la vieillesse qui est dessus, il gagne aussi des combats. Donc voilà, on fait la somme de toutes ces valeurs-là et on compare à droite. Est-ce que j'ai plus? Oui, dans ce cas-là, j'avance de 3. Est-ce que j'ai moins? Ah bah mince, cette fois-ci j'ai perdu, je n'avance pas. Égalité, je crois qu'on avance également. Ensuite, il y a la phase de revenus. Donc là, par exemple, le temple apporte 2 de revenus. Et ensuite, la phase de construction. On va pouvoir acheter un bâtiment qu'on va pouvoir placer. Chaque joueur aura les mêmes bâtiments, donc il n'y a pas de désavantage ou de déséquilibre là-dessus. Et ensuite, chose que je trouve vachement bien dans Paper Tales, c'est que nos cartes vont vieillir. C'est les petits marqueurs qu'on a dessus. C'est les marqueurs de vieillissement. Une carte, quand elle est jouée, à la fin du tour, elle prend un vieillissement. Sauf que contraire, dès qu'elle a un deuxième vieillissement, elle meurt. Donc, ça libère l'emplacement. Il y a certaines cartes qui vont beaucoup jouer là-dessus, qui vont pouvoir piquer un jeton de vieillesse à une autre carte pour la mettre sur soi. Il y en a plus, ils ont de jetons dessus, et plus ils deviennent forts. Donc, comme on peut déplacer les jetons de vieillesse, parfois on va un peu essayer de mettre tous les jetons de vieillesse sur une carte avant qu'elle soit détruite. Et du coup, d'avoir un combat très très puissant. Donc ouais, Paper Tales, franchement, je trouve que c'est un jeu à avoir dans sa ludothèque. Pour le moment, moi, ça a fonctionné avec tout le monde assez facilement, et en solo, je le trouve aussi très très bon. Ensuite, nous avons Spirit Island. Alors, j'ai joué une fois en solo. Sinon, la plupart du temps, en fait, je joue à 2 avec Aurélie, parce que je le trouve meilleur dans cette configuration-là. Et puis, j'ai déjà tellement de jeux solo que c'est pas forcément celui que je vais sortir. Mais il est très très réputé pour son solo aussi. Donc là, pareil, je vais pas rentrer dans le détail des extensions. Ça rajoute... Ouais, on verra après. On va déjà regarder la boîte de base. Donc dans Spirit Island, on va incarner des esprits qui vont être très intéressants. Qui vont, en tout cas dans les premières boîtes, avoir vraiment leur effet spécifique. Après, ça tourne un peu plus en haut. Et puis là, c'est pas les plus simples. On va prendre sur une droite, il est assez simple. Au début, en fait, les pions rouges, c'est des pions qu'on va pouvoir mettre ensuite sur le plateau, qui vont nous servir à jouer certaines cartes, qui ont des conditions, en fait, pour être jouées. Et plus on en pose sur le plateau, et plus on va avoir des gains. Donc là, par exemple, à notre tour, on va gagner 2 pièces, et on va pouvoir jouer 3 cartes. On va également avoir des pouvoirs spéciaux en fonction de notre esprit, et en fonction des cartes qu'on va jouer, là, sur le côté, vous voyez, là, il y a un petit point bleu et un petit point vert. C'est ces icônes-là qu'on va regarder sur les cartes qu'on a jouées pour voir si on active d'autres effets. Donc bref, si je rentre dans les détails dans Spirit Island, on n'a pas fini. C'est quand même un jeu qui est assez complexe. Hein. Je vais pas dire que c'est pas pour les débutants, mais il faut quand même avoir une capacité de concentration et une bonne volonté à comprendre le jeu pour pouvoir y jouer. Je ne le proposerai clairement pas à tout le monde. Quand du coup on va jouer, donc là c'est les petits trucs en bois, c'est nos alliés. Et nous du coup on est les pièces rouges et bleues dans ce cas-là. Et les méchants c'est des pièces en plastique. Donc là on a les petits soldats, on a les villages et les villes qui vont nous faire des dégâts. Ces dégâts c'est les désolations qu'on a ici. Quand on a joué trop de désolation, l'île est en train d'être perdue, c'est île désolée en français. Et tout devient beaucoup plus difficile jusqu'à ce qu'on perde la partie. En général, c'est vraiment mal parti. Hein. Quand on est en île désolée, c'est que nos jours sont comptés. Donc tout le jeu va se baser là-dessus, sur les affrontements. Les affrontements entre les Daons, nos alliés, et nous face aux envahisseurs qui sont le plastique. Dans Spirit Island, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a plusieurs phases de jeu.
On a les cartes rapides avec le symbole de l'oiseau ici en rouge. C'est les cartes qu'on va pouvoir jouer avant l'ennemi. En général, elles sont moins puissantes, mais elles peuvent faire la différence sur la partie. Ensuite, c'est le tour des envahisseurs, et après, c'est de nouveau à nous pour jouer les cartes tortues, donc les cartes lentes, qui vont en général être beaucoup plus puissantes, mais du coup, on joue après l'envahisseur. Donc il va falloir faire attention, parce que l'envahisseur, il peut nous mettre des désolations d'un coup un peu de partout, et ça peut coûter très très cher. Et les cartes qu'on joue, forcément, elles ont des effets un peu spécifiques. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à repérer dans le jeu qui... Quand on a l'habitude de jouer, ça s'intègre assez vite, mais c'est pas un jeu que je mettrai entre les mains de tout le monde. C'est vraiment un coup à être frustré par la quantité d'informations qu'il y a à gérer. Je vais pas plus rentrer. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans Spirit Island, mais pour le coup, si je commence à tout expliquer, il y en aura vraiment pour très long, et surtout, je l'expliquerai pas forcément très très bien. Donc, pour le coup, si c'est un jeu qui, voilà, visuellement, et avec les premières informations que j'ai données, vous intéresse, il y a plein de vidéos qui vont pouvoir vous informer davantage sur ce jeu. Et si vous n'avez pas peur du jeu, je vous invite vraiment, que ce soit en solo ou à plusieurs, je vous invite vraiment à vous renseigner davantage sur ce jeu. Il est vraiment excellent. Ce serait dans mes jeux favoris aussi. Au niveau des extensions, du coup, donc il y a 2 branches et 2 griffes qui est très intéressante, qui ajoute notamment les événements, donc ça ajoute un peu d'aléatoire au jeu, et également des scénarios. Et après, on a Terre fracturée, je me souviens plus si ça apporte... ça apporte une nouvelle carte. Ça permet aussi de jouer jusqu'à 6, ce que je ne vois pas un immense intérêt, parce que du coup, les parties doivent être très très longues. Et je sais... celle qui est vraiment intéressante, c'est 2 branches et 2 griffes, actuellement. Il y a Terre fracturée qui arrive après. C'est la 2e extension. Il y en a une 3e, Nature écarlate, et il me semble qu'il y en a une 4e aussi. Je sais pas si je crois pas qu'elle ait encore été traduite en français, la 4e. Mais voilà. Chose importante à savoir, il y a énormément d'erreurs dans les traductions françaises, quel que soit le jeu. Et le souci, c'est que les errata sont dans les packs d'après. Donc si vous achetez d'occasion, pensez bien à demander à la personne si elle dispose des errata, ou à vous renseigner si vous pouvez encore acheter la boîte qui contient les errata. Parce que je crois que notamment de branches et de griffes, dans la 2e version, il n'y a plus les errata de la boîte de base. Surtout qu'il y a eu plusieurs impressions de la boîte de base et qu'il n'y a pas les mêmes serveurs, bref. C'est un peu, pour le coup, c'est un peu un bordel là-dessus. Alors après, en général, c'est pas des très très grosses erreurs qu'il y a. Mais c'est toujours un peu embêtant de ne pas avoir les bonnes cartes. Ou parfois les esprits aussi sur lesquels il y a des erreurs. Donc bien se renseigner là-dessus. Ensuite, on a Too Many Bones. Donc là, c'est la version, c'est la 2e boîte standalone qui est sortie. Undertow, qui est un peu plus petite que la première, et surtout qui propose un mode campagne qui, moi, m'a beaucoup plu, parce que autant Too Many Bones, le premier, ne m'a pas convaincu, autant celui-ci, j'ai bien aimé ma partie. Donc je vais pas rentrer dans les personnages, j'en fiche un peu. Je vais surtout parler du coup de Undertow, et de manière générale de Too Many Bones, puisqu'il n'y a pas une énorme différence entre la première boîte et la 2e. En plus, elles sont complémentaires. Globalement, ça va se présenter ainsi. Donc là, il n'y a pas énormément d'informations, tout va bien. Donc on a notre personnage, on peut en avoir un ou plusieurs, qui aura ses propres dés, et les dés, on va pouvoir, à la fin des aventures, on va gagner des récompenses, et dans les récompenses, il y a bien souvent une compétence. Et la compétence, ça peut être soit d'augmenter une des valeurs, des caractéristiques ici de base, la vie, la dextérité, l'attaque ou la défense, ou alors débloquer ici une compétence qui est spécifique à ce personnage. Alors là, je ne connais pas Stanza, je n'aurais jamais joué avec elle. Après, j'ai les noms en français en tête, donc peut-être que ça me perturbe pour ça, mais je pense pas encore avoir joué avec elle. Et du coup, on va pouvoir avoir plusieurs parcours à suivre, on peut en prendre d'ailleurs plusieurs, qui vont nous débloquer des capacités spéciales. Et pour ça, la fiche d'aide est vraiment la bienvenue, parce qu'il y a énormément de choses à se souvenir. Pareil, c'est pas un jeu... pour le coup, je trouve qu'il y a énormément de lexique à connaître, et pour le coup, je le conseillerais pas à des débutants. C'est vraiment... il faut qu'ils soient très très motivés pour se lancer dans un jeu comme ça, sans avoir déjà joué à d'autres jeux avant, quoi. Il va falloir s'accrocher. Et du coup, donc, on va avoir un nombre de jours possible avant de devoir affronter le boss qui est ici. Et cette carte.
À chaque jour, on retourne la carte et on a 2 options. On a une petite histoire et 2 options, voyez, qui vont nous donner des conditions soit de combat, soit des récompenses qui sont différentes. Donc après, c'est à nous de faire le choix. Si on lance un combat, ça va se passer dans cette arène ici. On va avoir notre initiative, notre personnage avec ses points de vie qui sont en rouge en dessous, et en face, on va avoir les sbires qu'on va affronter. Donc là, c'est le boss qui... donc là, il en est au dernier jour, et c'est contre le boss qu'il se bat. On va lancer nos dés pour faire les attaques, les défenses, essayer de percer la défense adverse pour pouvoir le tuer. Et toute la spécificité de Too Many Bones, c'est que les échecs sont des bones, et que ces bones-là, on va pouvoir les utiliser pour avoir d'autres capacités. Ça va nous les débloquer, et du coup, bon là, il n'y a pas de compétence à 2. Mais si on avait 3 bones, on pourrait activer cette compétence-là, ça nous supprime les bones, et on fait notre compétence sur le jeu. Donc voici une explication très rapide, très brève et sûrement mal présentée du jeu. Pour le coup, je ne le mettrai pas dans mes jeux favoris, mais il y a quand même beaucoup de points qui sont assez exclusifs à ce jeu, et du coup il arrive à trouver sa place dans ma ludothèque. Je suis bien contente de l'avoir. La spécificité de Undertow, du coup j'avais dit que c'était le système de campagne. Ça se trouve, je suis passée devant, j'ai pas vu. Voilà, ici en bas, c'est le système de campagne. Donc en fait, il y a plusieurs parcours qui vont nous amener à différents boss. Et on peut choisir soit de faire un seul parcours, un seul boss, qui est la version un peu classique avec des parties souvent un peu moins longues dans Undertow que dans la boîte de base. Et sinon, on peut prendre un parcours spécifique qui va nous faire battre tous les monstres jusqu'à atteindre le monstre final qu'on va devoir essayer de vaincre. Donc là, pour le coup, c'est des parties beaucoup plus longues, mais aussi on a bien plus le temps de stuffer son personnage et de le faire monter en compétences. C'est aussi un jeu qui j'allais dire exclusivement, peut-être pas, mais qui est énormément joué en solo. Il est assez connu parmi les solistes. On approche de la fin, donc il y a Axia. Je vais aller très rapidement dessus parce que c'est un jeu que j'ai découvert sur Tabletop Simulator et que j'ai décidé d'acheter parce qu'il allait plus être, les extensions allaient plus être disponibles. Bref, je me suis un peu précipitée dans l'achat parce qu'il n'est pas toujours disponible. J'avais beaucoup aimé y jouer sur Tabletop Simulator. C'est un sandbox, donc on peut y jouer un peu comme on veut, où on va avoir un petit vaisseau et on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. On peut être un grand méchant, on peut être un commerçant, on peut être un chasseur de primes. Et tout ça, on peut le faire un peu quand on veut dans la partie, en fait. On choisit pas dès le départ, je vais être chasseur. En général, c'est plus les événements qui vont nous conduire à devenir l'un ou l'autre. Ça peut se jouer en solo avec l'extension, mais ça peut aussi se jouer à plusieurs. C'est en anglais. Il y a quand même pas mal de textes en anglais. Faut au moins qu'il y ait une personne dans le groupe qui comprenne assez bien l'anglais. Et au début, la carte, ça va être... je sais plus combien il y a de plateaux au départ, peut-être 4, je sais plus. Et petit à petit, en fonction de nos explorations, on va trouver de nouvelles tuiles, de nouvelles planètes. On a aussi le soleil, donc ça, c'est si on se déplace trop vite, on meurt dans le soleil. Ce que j'avais apprécié aussi dans le jeu, c'est que perdre, c'est pas très grave. C'est vraiment un jeu où il y a forcément un gagnant à la fin, mais ça a pas tellement d'importance. C'est vraiment l'aventure qu'on va vivre pendant la partie qui va compter. Qui fait que si tu te précipites un peu et que quand tu révèles la tuile, c'est le soleil, tu crames dans le soleil, tant pis quoi. C'est pas très pénalisant de perdre. On perd les ressources, on perd certaines choses, mais c'est pas si compliqué que ça d'en avoir de nouveau et de repartir sur de plus belle. Il y a du combat entre les personnes, notamment si vous êtes un grand vilain, les autres vont pouvoir être chasseurs de primes et vous poursuivre, essayer de vous détruire pour récolter la prime. Donc quelque part, c'est pas un jeu à prendre trop au sérieux. Quand on y joue, je dirais presque perdre son vaisseau, c'est un peu le but du jeu. Le but, c'est d'essayer des choses, d'essayer de s'embêter et autres. Si c'est juste faire des allers-retours pour ses ressources, ça va un temps, vous allez pas beaucoup vous amuser, quoi. Donc voilà, c'est un peu
tenter sa chance dans certains cas, et puis aller un peu embêter les autres avec des contrats ou des missions secrètes que vous aurez. Je trouve ça vraiment très sympa. On va du coup aussi améliorer notre vaisseau avec des modules comme ça qui vont nous permettre soit d'avoir de l'attaque, des boucliers, d'être plus rapide. Ça va aussi nous permettre, si on ne les remplit pas, de pouvoir transporter des ressources. Ce qui fait qu'un vaisseau qui est cargo, et bah, du coup, il va être nul en attaque, en défense. S'il veut pouvoir transporter beaucoup, il sera obligé de faire des concessions. Donc, il sera plus facilement attaquable par les autres joueurs. Vous risquez de ne pas rester seul dans votre coin dans ce jeu, quoi. Voilà. C'est un jeu, j'allais dire à jouer à plusieurs, pas forcément, parce qu'il est aussi disponible en solo, parce qu'en fait, qu'on soit en solo ou à plusieurs, il y a des personnages non joueurs qui vont se balader. Et justement, qui vont représenter un peu les différentes possibilités qu'on a. Ce qui fait que quand on a fait une partie, on a déjà vu d'autres manières de jouer. Ça peut ouvrir un peu le champ des possibles. Donc très sympa comme jeu, voilà. Très cher aussi. C'est sûrement le jeu le plus cher de ma collection. Ensuite, avant-dernier jeu, c'est Zenith. Alors là, pour le coup, jeu beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Un jeu de tir à la corde qui nous a beaucoup plu avec Aurélie. On va chacune essayer de récupérer les petites planètes qu'il y a là, et celles qui, alors plusieurs conditions de victoire. Il y a fait d'en avoir 4 différentes, il me semble, 3 identiques, ou d'en avoir 5, qui nous permettent du coup de remporter la victoire. On va jouer avec les petites cartes ici, mais en fait, ça va pas uniquement se jouer sur ce plateau-là, parce qu'on va devoir aussi évoluer, enfin c'est mieux en tout cas, évoluer sur les plateaux à côté ici. Donc en jouant certaines cartes, ça nous permet de monter et d'activer d'autres effets. Et quand on monte sur la même colonne, on active tous les effets en dessous, ce qui peut devenir très fort. Mais c'est assez long en général de monter aussi sur ces trucs-là. Donc voilà, pour le coup, beaucoup plus facile à expliquer que les autres, parce que l'objectif, c'est tout simplement de tirer les planètes vers nous pour pouvoir remporter la partie. Donc une bonne partie du jeu, ça va être de bien suivre ce que fait l'autre, d'accepter de peut-être perdre une planète pour en remporter 2 autres, ou celle qui nous intéresse le plus par rapport à notre stratégie. Et enfin, le dernier pour la route, c'est le Zombicide Black Plague, il me semble bien que c'est le premier jeu un peu moderne que j'ai eu, et qui a été suivi après par Horror Arkham pour jouer en solo. Mais celui-ci, je l'avais pris pour jouer avec ma famille, et qui m'a donné goût au jeu. Zombicide, c'est une très grosse licence, il existe des tas d'univers différents, donc choisissez celui qui vous plaît. Moi, j'avais pris celui-ci, qui est sur l'aspect médiéval, qui a ses avantages, inconvénients. Je rentrerai pas dans le détail ici, mais c'est celui qui m'a le plus parlé, et du coup, c'est celui que j'ai acheté. Zombicide, on va être des héros qui allons nous battre pour réussir des quêtes, des scénarios, face à des armées de zombies. Et oui, ce qui est vraiment très plaisant, c'est de lancer les dés, des brouettes de dés, pour faire des dégâts, pour avoir des retournements de situation. Un jeu, je crois qu'il joue en solo, mais je trouve ça plus amusant à plusieurs. Justement pour ces cas un peu spectaculaires où, après avoir échoué plusieurs fois d'affilée, finalement tu fais un jet incroyable qui va dégommer tous les zombies qu'il y a autour, et tu vas en être très content. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'évolution de nos personnages, qui est ici, en fonction des monstres qu'on va tuer, on va gagner de l'expérience. Et plus on gagne de l'expérience, plus on va pouvoir ici débloquer des nouvelles actions, mais aussi les ennemis vont devenir plus dangereux. Soit ils vont être plus nombreux, soit ils vont être plus forts. Toujours par rapport à ces zones-là, bleu, jaune, orange et rouge. On va également pouvoir se stuffer en fouillant dans les pièces, on va pouvoir trouver des armes, des potions, des flèches, qui vont nous aider du coup, dans notre quête. Il y a par contre peu de scénarios dans la boîte de base, je crois qu'il y en a 8, en sachant que c'est entièrement en sachant que c'est dans tous les cas entièrement rejouable. Le scénario en lui-même, c'est juste des positionnements de tuiles, et voilà, ça va pas bien plus loin. Il n'y a pas une diégèse énorme, donc voilà, ça va être essentiellement pour avoir des plateaux de jeux différents. Comme c'est un jeu qui est très connu, très apprécié, il y a souvent aussi des scénarios qui sont créés par la communauté. Et puis d'ailleurs, il y a des extensions. Nous, on a l'extension avec les loups, qui est toujours sur blister depuis des années. Faudrait que je ressorte
C'est un jeu que voilà, j'aime beaucoup et que l'un des rares auxquels mon conjoint aime bien jouer, mais c'est vrai qu'on prend rarement le temps de jouer tous les deux. Je joue essentiellement avec ma sœur Aurélie et assez peu avec mon conjoint qui, bon, voilà, c'est pas sa passion les jeux de société, surtout à deux. Donc il y a quelques parties qu'on fait de temps en temps et on a un peu délaissé notre zombie. Et voilà, on est arrivé au bout de la liste, donc quand même une bonne panoplie de jeux que j'avais à vous présenter, qui sont pour moi quelque part ma ludothèque idéale. Ça fait pour la plupart plusieurs années qu'ils sont dans ma ludothèque. Des jeux que j'aime beaucoup, je vais pas dire que ça ne changera jamais, mais ils ont réussi à se faire une place dans ma ludothèque et à persister. Donc rien que pour ça, ça a mérité de faire une petite vidéo dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, je ferai certainement un peu le même exercice sur les jeux d'ambiance, il faut savoir que j'ai moins de jeux d'ambiance. Ah tiens, on peut faire un petit exercice, là je vois qu'il y a 44 jeux et extensions, en sachant que je crois qu'il manque peut-être quelques petites extensions. Et en enlevant justement les extensions, je tombe à 18 jeux. Voilà. Ma ludothèque de mes jeux hors jeux d'ambiance est composée de 18 jeux. Quand je vous dis que je suis minimaliste. Et encore, je pense, voilà, il y en a, c'est vraiment des petits jeux de poche, quoi. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, amusez-vous bien.